Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de leçons d'algorithmique. Alors l'algorithmique, c'est la discipline qui s'intéresse aux algorithmes. Alors dans cette vidéo, on va traiter 4 leçons. La première leçon, il parle sur la notion d'algorithme. Alors cette leçon, il fournira aux apprenants une méthode d'analyse et de raisonnement qui lui sera utile en particulier en mathématiques et en physique et même en chimie. Deuxième leçon, on va parler sur les instructions de base d'un algorithme. Et cette leçon, elle permettra aux apprenants de concrétiser quelques notions vues dans les autres disciplines, notamment en mathématiques, en physique et en géographie. Troisième leçon, c'est les instructions de contrôle de base. Alors cette leçon, elle consolidera le raisonnement logique et favorisera la rigueur intellectuelle et le jugement critique chez l'élève. Il lui permettra également d'enraciner quelques notions vues dans les autres disciplines, notamment en logique mathématique. La quatrième leçon, on va parler sur les langages de programmation. En particulier, on va parler sur un langage qui s'appelle le langage Pascal. Bien sûr, c'est un langage très ancien, mais c'est un langage intéressant pour les débutants, etc. Voilà, donc on va commencer par cette introduction. Alors, dans notre vie, on trouve parfois des tâches comme les calculs, l'automatisation des machines, qui sont en général répétitives et demandent beaucoup de temps pour les réaliser. Et ça devient un problème. Alors, ces problèmes peuvent être résolus en quelques millisecondes en utilisant la machine, qui est l'ordinateur. Alors, si on veut utiliser l'ordinateur, bien sûr, l'algorithme, c'est la première étape pour les résoudre. Donc, on doit créer un algorithme. Alors, c'est quoi un algorithme? C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Alors, un algorithme, déjà, le mot algorithme vient du nom d'un grand mathématicien, personne qui s'appelle Khwarizmi. Vous connaissez tous, c'est le père de l'algèbre en fait. Alors, un algorithme, c'est une suite finie d'instructions que l'on applique à un nombre fini de données dans un ordre précis pour arriver à un résultat. Et l'algorithmique, c'est, comme j'ai dit précédemment, c'est le domaine qui étudie l'algorithme. Ou bien, c'est une discipline qui s'intéresse aux algorithmes. Alors, prenons un exemple pour bien comprendre c'est quoi un algorithme. Déjà, on utilise les algorithmes dans notre vie quotidienne. Alors, par exemple, si on veut, alors regardez cette situation, vous voulez faire un appel téléphonique, décrire l'usage d'un appareil téléphonique à pièces de monnaie pour effectuer cette communication. Est-ce qu'on peut composer le numéro avant d'insérer les pièces nécessaires? Est-ce qu'on peut communiquer à quelqu'un sans composer le numéro? Alors pour la première question, vous voulez faire un appel téléphonique, décrire l'usage d'un appareil. On veut décrire l'usage, comment on va utiliser cet appareil téléphonique pour effectuer un appel. Alors, quel est le problème ici? C'est on veut utiliser cet appareil pour effectuer un appel. Alors, si on veut effectuer un appel, bien sûr, on doit savoir l'ensemble des étapes qu'on doit suivre. Alors, bien sûr, vous connaissez tous que la première étape, c'est on doit insérer les pièces de monnaie. Et après, on doit composer le numéro. Et bien sûr, lorsqu'on va composer le numéro, on peut commencer de communiquer avec le destinataire, bien sûr, automatiquement. Et à la fin de l'appel, on doit raccrocher l'appareil. Voilà, ce sont les étapes qu'on doit suivre normalement pour effectuer un appel. Alors, c'est-à-dire que chacun de nous, s'il veut utiliser cet appareil pour effectuer un appel, doit suivre ces étapes. Alors, prenons maintenant la question numéro 2. Est-ce qu'on peut composer le numéro avant d'insérer les pièces nécessaires? Alors, normalement, la réponse, c'est non. On ne peut pas composer le numéro avant d'insérer les pièces parce que, bien sûr, vous connaissez tous que les appels, normalement, n'ont pas gratuit. Donc, on doit insérer d'abord les pièces de monnaie et après, on a le droit de composer le numéro. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre la première étape avec la deuxième, tout simplement. C'est ce qu'on veut à partir de cette question.
c'est de dire que les étapes qu'on doit suivre pour résoudre ce problème, c'est-à-dire pour effectuer l'appel, elle doit être dans un ordre bien déterminé. Est-ce qu'on peut communiquer à quelqu'un sans composer le numéro? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut éliminer la deuxième étape? Non, bien sûr, on ne peut pas communiquer sans composer le numéro parce que pour le numéro, c'est lui qui nous donne la possibilité de parler avec le destinataire parce que chaque destinataire il a un numéro et c'est ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va comprendre à partir de cette activité qui représente un exemple d'un algorithme? Que l'algorithme tout simplement c'est une suite d'actions ou d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour résoudre un problème. Voilà, ou bien pour réaliser un travail. Alors c'est une suite d'actions, ou bien des instructions si vous voulez, ou bien des étapes qui doivent être exécutées dans un ordre. Et ça c'est plus important, bien déterminé pour résoudre le problème. Alors, parmi les caractéristiques d'un algorithme, alors la première caractéristique, c'est que la réalisation d'un algorithme, c'est un acte créatif basé sur la logique. Alors, c'est-à-dire que chacun de nous, il peut imaginer l'ensemble des actions ou bien des instructions qui va suivre pour résoudre un problème. C'est un acte créatif. Deuxième caractéristique, c'est que l'algorithme doit être fini et doit se terminer après un nombre fini d'opérations. Voilà, alors toujours pour un algorithme, il a un début et il a un fin. Et la troisième caractéristique, c'est qu'un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Alors cette caractéristique, bien sûr, il a une relation avec la première caractéristique. Voilà, par exemple, si on veut, supposons qu'on veut calculer la surface d'un rectangle. Vous connaissez tous que la surface d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Alors, soit on peut utiliser la largeur multipliée par la longueur directement, ou bien on peut faire autre chose. Pour calculer par exemple au départ le périmètre et on divise par 2, quoi. Voilà. Alors, la représentation d'un algorithme. Maintenant, si on veut écrire un algorithme qui nous permet de résoudre un problème. Alors, on peut le représenter soit à l'aide d'un pseudocode ou bien à l'aide d'un organigramme. Alors, en général, qu'est-ce qu'on utilise? Nous, on utilise le pseudocode pour représenter un algorithme. Alors, parce que l'organigramme, qui est une représentation bien sûr graphique, utilisée pour, normalement, en général, analyser le problème. Alors, l'organigramme, on l'utilise pour l'analyse des problèmes. Et cette représentation, bien sûr, présente l'avantage d'être visuelle, mais un peu adaptée aux problèmes complexes. Donc, c'est pour cela, en général, on utilise le langage structuré ou bien le pseudocode, car ce code est utilisé dans un algorithme, n'est pas rigide, et le pseudocode représente textuellement l'algorithme. Voilà. Alors, ce pseudocode, il contient 3 parties essentielles. Il contient l'entête, la partie déclarative et le corps. Alors, le corps de l'algorithme, il contient l'ensemble des tâches à exécuter. Alors, dans l'entête, alors, il est constitué du mot algorithme suivi d'un nom identifiant de l'algorithme. Alors, par exemple, on écrit algorithme somme. Alors, si on veut par exemple réaliser un algorithme qui nous permet de calculer la somme des nombres ou quoi, alors on peut donner comme nom de l'algorithme somme. Voilà, notre exemple, algorithme facture. Alors, pour la partie déclarative d'un algorithme, alors cette partie, elle contient l'ensemble des données qu'on va utiliser durant l'exécution de l'algorithme, dans le corps de l'algorithme si vous voulez. Alors, elle comprend une liste des variables et des constantes. Alors, lorsqu'on parle sur les données, alors il y a des données qui sont fixes, c'est-à-dire peuvent prendre une seule valeur durant l'exécution de l'algorithme,
Et les variables, les données variables, ce sont les données qui peuvent prendre plusieurs valeurs durant l'exécution de l'algorithme. Alors, voilà. Alors, les données sont des informations nécessaires au déroulement d'un algorithme. On distingue deux catégories, les constantes et les variables. Alors, pour les constantes, ce sont des données fixes qui ne varient pas durant l'exécution d'un algorithme. Et une constante est caractérisée par son nom et sa valeur fixe. Alors, si on veut déclarer une constante dans la partie déclarative, on commence par le mot constante suivi d'un nom de la constante. Et après, on met le signe égal. Et devant le signe égal, on met la valeur. Et à la fin, on met un point-virgule. Bien sûr, le point-virgule dans les algorithmes, c'est quelque chose de facultatif. Alors, c'est tout simplement pour déclarer la fin de l'instruction. Alors, exemple de la déclaration d'une constante, par exemple, vous connaissez tous la constante d'Archimède Pi. Alors, si on veut l'utiliser dans un algorithme, donc on doit la déclarer comme ça. On écrit constante Pi égale 3,14 point virgule. Voilà. Un autre exemple, constante B égale 6 point virgule, constante mois égale mars, etc. Entre guillemets. Et voilà. Pour les variables. Alors, une variable, c'est quoi? C'est un objet dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. Donc, c'est comme une boîte. La variable, c'est comme une boîte dont le contenu de cette boîte peut être modifié. C'est-à-dire, il peut contenir plusieurs valeurs durant l'exécution de l'algorithme. Alors, une variable, elle est caractérisée par le nom, la valeur et le type. Alors, la syntaxe, la déclaration d'une variable. Si on veut déclarer une variable dans la partie déclarative, qu'est-ce qu'on écrit? Alors on écrit variable, suivi d'un nom, et on met deux points, et devant deux points, le type de cette variable. Alors les types des variables, par exemple, alors supposons qu'on va utiliser une variable qui représente le nombre des élèves. Alors on va le déclarer comme ça, variable NB élèves. Deux points, c'est un entier. Bien sûr, vous connaissez tous que le nombre des élèves, toujours, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble Z. Donc, c'est un nombre entier. D'accord? Positif et sans virgule. Voilà. C'est pour cela qu'on déclare comme étant un entier. Par exemple, si on veut utiliser une variable qui représente la note d'un élève ou quoi, alors on écrit variable note, et bien sûr la note c'est un réel. Pourquoi réel? Vous connaissez, les réels ce sont les nombres qui appartiennent à l'ensemble R, c'est-à-dire avec ou bien sans virgule. Et voilà, troisième type, si vous voulez, de variable. Alors par exemple, prénom, variable prénom, deux points, chaîne de caractères. Alors si on veut utiliser un prénom dans le corps de l'algorithme, donc on doit déclarer une variable qui va recevoir le prénom de quelqu'un, d'un élève ou quoi. Alors cette variable, elle a comme type chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, un ensemble des caractères. Voilà, et la troisième ou bien la quatrième, si vous voulez, type de variable, c'est le type booléen. Alors quand est-ce qu'on déclare une variable comme étant de type booléen? Alors, lorsque cette variable, il peut recevoir dans le corps de l'algorithme soit la valeur vraie ou bien la valeur fausse. Alors, par exemple, dans ce cas, variable A booléen, alors c'est-à-dire que le A, il peut recevoir soit la valeur vraie ou bien faux dans le corps de l'algorithme. Voilà. Un autre exemple, variable opérateur de point caractère. Un opérateur, vous connaissez les opérateurs. Ce sont des signes, bien sûr, par exemple, signe plus, moins, étoile pour la multiplication, etc. Alors là, ce sont des caractères. Alors, une seule caractère. Voilà. Alors, voilà un tableau qui récapitule les types des données. Alors, en général, il y a trois types. Type numérique, lorsqu'on dit une donnée de type numérique, c'est-à-dire soit un entier, un nombre sans virgule, positif ou bien négatif, et peut être un réel avec ou bien sans virgule. Alors par exemple, moins 123,56, 56 par exemple, c'est un réel, etc., etc.
Alors pour les caractères, le deuxième type, c'est les données de type alphanumérique. Alors qui peut être soit ce type de caractères, hein, voilà, des caractères, des symboles, etc. Ou bien une chaîne de caractères, un ensemble. Par exemple, 49 entre guillemets. Alors normalement, ça, c'est pas un nombre numérique, c'est une chaîne des caractères 4, 9. Donc, c'est une suite de 4 et 9, et pas 49 normalement. Voilà, ça, c'est une chaîne de caractères 3, 8, 7, 2. Voilà. Et pour le troisième type, c'est le type booléen. Alors, comme j'ai dit, pour les variables booléens, pour recevoir soit la valeur vraie ou bien la valeur fausse. Alors, une remarque. Alors, 32 entre guillemets, c'est différent de 32 parce que 32, c'est bien sûr 32, c'est un nombre numérique, si vous voulez, c'est un entier. Par contre, 32 entre guillemets représente la suite des chiffres 3 et 2. Une variable de type numérique ne peut pas recevoir une chaîne de caractères ou booléens. Ça, c'est très important. Alors, si on déclare dans la partie déclarative une variable de type numérique, c'est-à-dire un entier ou bien un réel, alors cette variable, il ne peut pas recevoir dans le corps de l'algorithme une valeur de type chaîne de caractères. Il faut faire attention à ça. Ou bien une valeur de type booléen. Voilà. Alors après, on va faire des exercices pour bien comprendre tout ça. Alors voilà. Alors maintenant, c'est tout ce qu'il y a dans la première leçon. Alors maintenant, on va parler sur la deuxième leçon. Alors, toujours dans le même contexte, la troisième partie pseudocode qui constitue la structure d'un algorithme, c'est le corps de l'algorithme qui contient l'ensemble des instructions qu'on va exécuter par ordre. Alors ces instructions, c'est ce qu'on appelle les instructions de base. Voilà, donc l'objet de cette leçon est de représenter les éléments fondamentaux de ce langage, notamment les données et leurs caractéristiques. Alors les instructions de base et leur organisation, ainsi que l'algorithme, sa structure. Alors la première instruction de base, c'est l'instruction de la lecture. Alors la lecture, c'est une instruction qui permet de lire les données tapées au clavier. Alors pour que l'ordinateur lit les valeurs qu'on va taper au clavier, alors on doit utiliser cette instruction. Alors la syntaxe de cette instruction, donc si on veut par exemple que l'ordinateur lit la valeur de la variable 1, donc on écrit lire entre parenthèses variable 1, point virgule. Si on veut lire la valeur d'une autre variable, donc on écrit lire variable 2, ou bien on peut simplifier en utilisant directement, on peut lire les deux variables en même temps, hein. On écrit lire variable 1, virgule variable 2. Voilà. Un exemple, lire nombre, lire NP1, NP2, etc. Deuxième instruction de base, c'est l'instruction de l'écriture. Alors cette instruction, elle permet d'afficher le contenu d'une variable et un message sur l'écran. C'est-à-dire qu'on peut afficher le contenu d'une variable, ou bien un message, ou bien les deux en même temps. Alors si on veut afficher sur l'écran le contenu d'une variable, donc il suffit d'écrire écrire entre parenthèses le nom de la variable. Si on veut afficher le contenu de cette variable. Alors si on veut afficher sur l'écran un message, donc on écrit écrire entre guillemets le message qu'on veut afficher sur l'écran. Et si on veut afficher les deux en même temps, c'est-à-dire un message et devant ce message le contenu d'une variable, donc il suffit d'écrire écrire entre guillemets message, virgule, hein, c'est comme un deuxième argument, et on met le nom de la variable bien sûr. Voilà, donc la troisième instruction en général, on l'utilise à la fin de l'algorithme. Si on veut afficher le résultat d'un algorithme, donc on écrit comme ça un message et devant le message le contenu de la variable qui va recevoir bien sûr le résultat qu'on cherche. Voilà un exemple, soit A une variable. Alors lorsqu'on écrit écrire A, ça signifie afficher sur l'écran le contenu de la variable A. Alors lorsqu'on écrit écrire entre guillemets hello world, alors signifie afficher sur l'écran le message suivant hello world. Voilà. Alors troisième instruction de base, c'est l'instruction de l'affectation. Alors l'affectation c'est quoi? C'est une opération qui consiste à attribuer une valeur
à une variable, attribuer ou bien donner une valeur ou bien une expression à une variable. Il est représenté par une flèche orientée à gauche. La syntaxe de cette instruction, donc si on veut affecter une valeur ou bien une expression à une variable, on doit écrire comme ça, le nom de la variable, flèche orientée vers la gauche, et on écrit ici la valeur ou bien l'expression qu'on veut affecter, qu'on veut attribuer à cette variable. Exemple, alors A flèche 10 signifie la variable A reçoit la valeur 10. NB flèche A plus 1, la variable NB reçoit le contenu de A plus 1. Et ainsi de suite. Bon, non Kurrasati, entre guillemets, hein, donc ça c'est une chaîne de caractères. Alors c'est-à-dire que cette variable non, c'est une variable de type booléen. Alors la variable non reçoit la valeur Kurrasati. Voilà, donc ce sont les trois instructions de base qu'on peut utiliser dans le corps de l'algorithme. Alors maintenant, la quatrième, cette partie qui parle sur les expressions et les opérateurs. Alors parfois, on vous demande d'évaluer une expression ou bien de donner le résultat d'un algorithme. Alors pour cela, vous devez savoir comment utiliser, comment évaluer les expressions et comment utiliser les opérateurs. Alors déjà, la notion d'une expression, on a déjà traité cette notion dans les tableurs. Alors juste un rappel ici, une expression c'est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs et équivalents à une seule valeur. Un exemple d'une expression, 4 plus 2 c'est une expression, 5 multiplié par 6 c'est une expression et ainsi de suite. Et les opérateurs, alors un opérateur c'est un signe qui relie deux valeurs pour produire un résultat. Alors, exemple d'opérateurs. Il y a des opérateurs que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques ou bien numériques. Et il y a des opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs booléens. On l'utilise dans le cas où on a des variables de type booléen. Alors, voilà un tableau qui représente les trois types des opérateurs. Alors, il y a les opérateurs numériques que vous connaissez, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Voilà, chapeau. Et on va travailler avec deux autres opérateurs, mode et div. Alors, l'opérateur mode, si on veut afficher le reste de la division entière de deux variables. Alors, supposons par exemple qu'on veut évaluer une expression qu'on va attribuer à une variable, par exemple A mode B. Alors, c'est-à-dire que la variable qui va recevoir cette expression, va nous permettre d'afficher le reste de la division de A par B. Alors, pour l'opérateur div, on l'utilise si on veut afficher le quotient de la division entière de deux variables. Alors lorsqu'on écrit A div B, alors le résultat c'est quoi? C'est que on veut afficher le quotient de la division de A par B. Deuxième type d'opérateur, c'est l'opérateur alphanumérique. Alors l'opérateur alphanumérique, voilà, donc on utilise ce plus comme l'addition, ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle le et commercial. Alors, quand est-ce qu'on utilise cet opérateur? Lorsqu'on a des variables de type chaîne de caractères. On veut relier deux valeurs de type chaîne de caractères, alors on doit utiliser l'opérateur alphanumérique. Et pour les opérateurs booléens, c'est les opérateurs qu'on utilise lorsqu'on a des variables de type booléen. Alors, il y a trois opérateurs booléens. Il y a le et, ou, et, non. Et à la fin, les opérateurs de comparaison. Ça aussi, vous connaissez déjà en mathématiques, supérieur strictement, égal, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent, et ainsi de suite. Voilà. Alors, un exemple. Alors, supposons qu'on veut
évaluer les expressions ici, A et B, A ou B et non A. Alors, par exemple, une variable C qui reçoit l'expression A et B, à savoir que A, bien sûr, les deux variables, ce sont des variables de type booléen. A, par exemple, dans le premier cas, est faux, et B est faux. Alors, le résultat, c'est quoi? Alors, bien sûr, c'est faux. Alors, si A est faux et B vrai, alors toujours le résultat est faux. Alors, troisième cas, c'est A est vrai et B faux. Donc, toujours on parle sur un résultat faux. Et dernier cas, c'est A est vrai et B vrai. Alors, dans ce cas, A et B vrai. Alors, quand est-ce que l'expression A et B vrai? Lorsque les deux variables A et B sont bien sûr vraies. Alors, pour l'expression A ou B, alors si on a A faux et B faux, donc ça c'est clair, et donc le résultat est faux. Alors c'est A est faux et B vrai, donc dans ce cas, le résultat est vrai. Ici, A est vrai et B faux, alors toujours le résultat est vrai. Alors si A est vrai et B vrai, donc c'est vrai. Alors voilà, donc A ou B. Alors quand est-ce que le résultat est vrai? Lorsque A ou bien B est vrai. Voilà. Et troisième expression, non A. Alors non A tout simplement, c'est l'opposé de A. Alors si A est faux, alors automatiquement non A c'est vrai. A faux, donc vrai, non A est vrai faux, et voilà. Alors, le tableau suivant, le tableau de priorité des opérateurs, c'est très important ce tableau. Alors, si on a une expression qui contient plusieurs opérateurs, des opérateurs arithmétiques, des opérateurs booléens, des opérateurs alphanumériques. Alors, avec quoi on va commencer si on veut évaluer l'expression? Alors, il y a un ordre, bien sûr, de priorité. Attention ici, j'écris entre parenthèses ordre croissant. Alors, c'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire si on a une expression qui contient seulement les opérateurs arithmétiques de l'addition et de la soustraction. Alors, bien sûr, si on a ces deux opérateurs, bien sûr, on peut évaluer l'expression directement. L'addition et la soustraction, ils ont en général la même priorité, donc il n'y a pas de problème. Alors, supposons qu'on a par exemple dans une expression des opérateurs de la multiplication, de la division et de l'addition et de la soustraction. Alors, dans ce cas, vous connaissez tous déjà que la multiplication et la division il est plus prioritaire que les opérateurs de l'addition et la soustraction. C'est-à-dire, on doit commencer par l'opération de multiplication. En même temps, si on a des divisions, on peut le faire en même temps. Et après, on passe aux opérateurs de l'addition et de la soustraction. Les opérations d'addition et de la soustraction. Après, on peut passer aux opérateurs de comparaison. Et après les opérateurs de comparaison, on peut passer aux opérateurs booléens. Alors pour les opérateurs booléens, alors l'opérateur non, il est plus prioritaire que l'opérateur et le et bien sûr, il est plus prioritaire que l'opérateur ou. D'accord? Alors attention ici, l'ordre croissant. C'est-à-dire le moins prioritaire, c'est le ou, et ainsi de suite. Voilà, donc en général, comme récapitulation de cette première leçon, si on veut concevoir un algorithme, il faut suivre les étapes suivantes. La première étape, lire et comprendre bien l'énoncé de problème à résoudre. Deuxième étape, définir les résultats du problème. Alors, je dois savoir le résultat que je cherche. Définir les données de problème. Alors les données, qu'on a dit, soit des variables ou bien des constantes. Alors les données de départ, d'entrée et les données de sortie bien sûr. L'entrée. Définir le traitement. Alors dans la deuxième étape, on doit définir le résultat, les données d'entrée, le traitement, c'est-à-dire la relation permettant d'obtenir les résultats à partir des données. Voilà, donc la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'analyse. On doit analyser le problème, c'est-à-dire on doit déterminer ces trois éléments. Le résultat,
les données du problème et la relation entre les données et les résultats. Et la troisième, bien sûr, étape, c'est l'écriture de l'algorithme en respectant la structure de pseudocode qui contient 3 parties, la partie en tête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. Voilà, donc prenons un exemple. Alors on demande d'écrire un algorithme qui demande la valeur du rayon pour calculer la surface d'un cercle. Alors voilà, donc le problème il est très clair. Alors la première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut calculer quoi? Donc on doit bien lire bien sûr le problème. Donc on veut, pour savoir quel résultat on cherche. Donc on veut calculer la surface d'un cercle. Alors la deuxième étape, c'est l'analyse de ce problème. Alors c'est-à-dire que je dois savoir les données qu'on va utiliser au départ. Alors quelles sont les données? Alors les données en général, les variables et les constantes. Les données d'entrée et les données de sortie. Alors voilà, on peut commencer par exemple par le résultat. Donc on cherche la surface d'un cercle. C'est pour symboliser par le cercle. Les données. Alors on a le rayon R, la constante d'Archimède Pi, qui est une constante. Et qu'est-ce qu'il reste dans cette étape? C'est la relation. Alors quelle est la relation entre la surface et les données R et Pi? Alors on sait tous que la surface d'un cercle est égale à P R carré. Donc voilà, le traitement, c'est d'écrire, vous devez écrire la relation surf égale Pi multiplié par R carré. Voilà. Alors maintenant, si on veut écrire la troisième étape, c'est l'écriture de l'algorithme. Donc on commence toujours par l'entête. On écrit algorithme suivi d'un nom identifiant. Par exemple, dans ce cas, on veut calculer la surface d'un cercle, donc on peut donner comme nom de cet algorithme surface cercle, point virgule. Deuxième étape, c'est la déclaration. Donc ici, on a 3 variables, un variable, bien une variable d'entrée, une variable de sortie et bien sûr une constante qu'on connaît déjà. Donc pour la constante, on a déjà vu comment déclarer une constante. On écrit le mot constante suivi le nom de cette constante liée à Pi égale 3,14 point virgule. Pour la variable, on écrit variable R, virgule, self. Bien sûr, ce sont des réels, point virgule. Des réels parce que un réel, c'est un nombre avec ou bien sans virgule. Et après, dans le corps. Alors, le corps de l'algorithme, il commence par le mot début et se termine bien sûr par le mot fin. Alors, on a dit qu'on commence par l'instruction de la lecture. Ou bien on peut, si on veut afficher au départ un message sur l'écran, on peut commencer par l'instruction de l'écriture. Alors j'écris écrire entre guillemets, donner la valeur de rayon. Alors ce message, il va s'afficher sur l'écran tel qu'il est. Après la lecture de la valeur. Alors on veut que l'ordinateur lise ce qu'on va taper sur le clavier, on doit utiliser. On a dit qu'on doit utiliser l'instruction de la lecture. Donc j'écris lire R. Après, la troisième instruction, c'est l'instruction de l'affectation. Alors, c'est-à-dire que je dois écrire ici la relation, mais attention, on respecte la syntaxe de l'affectation. Donc, on écrit sur flèche et pas égal, flèche orientée vers la gauche, et on écrit la relation, bien sûr, PI multiplié par R. Bien sûr, on utilise l'opérateur de puissance. Sinon, on peut écrire PI multiplié par R multiplié par R. Ou bien R carré comme ça. Et à la fin, bien sûr, je dois afficher le résultat. Alors, si je veux afficher le résultat, je dois utiliser à nouveau l'instruction de l'écriture. Écrire entre guillemets la surface du cercle et j'ai mes virgules et le nom de la variable qui va recevoir le résultat. Les wa ser. Et n'oubliez pas, bien sûr, de mettre le mot fin à la fin. Voilà un exemple comment on écrit un algorithme. J'arrête ici et à la prochaine leçon.